Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Punchline. J'ai pour l'habitude d'ouvrir cette émission par un sommaire, mais il y a parfois des images qui nous révulsent. C'est pourquoi j'ai décidé ce soir, en préambule de cette émission, de revenir sur des analogies historiques douteuses en rétablissant les faits, uniquement les faits, lors de manifestations. Aujourd'hui, contre l'élargissement du pass sanitaire, des personnes ont détourné, vous le voyez, l'étoile jaune qu'ont dû porter durant la Seconde Guerre mondiale des millions de juifs. Depuis lundi, ces comparaisons entre la Shoah et la campagne de vaccination foisonnent sur les réseaux sociaux. Certains vont jusqu'à établir un parallèle entre les expérimentations qu'infligeaient les médecins nazis à des prisonniers et la campagne de vaccination anti-Covid en France. Rappelons ainsi que la Shoah, qui signifie catastrophe en hébreu, l'entreprise d'extermination menée par le régime nazi contre le peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale, entreprise qui conduit à la disparition de près de 6 millions de juifs, soit les 2/3 des juifs d'Europe. Cette étoile jaune qu'arborent aujourd'hui certains Français conduisaient autrefois à la mort dans les camps d'extermination. Nous avons dans notre pays le droit de manifester, c'est un droit que nous devons collectivement défendre, mais un droit implique également des devoirs. Le devoir de mémoire en est un devoir de mémoire vis-à-vis de ces millions de vies détruites. Bonsoir à tous. Bonsoir Karim Zeribi, consultant CNews. Bonsoir Laurence Saillet, chroniqueuse politique. Bonsoir également à vous, Jean-Pierre Lecoq, maire LR du 6e arrondissement, mais également conseiller régional d'Île-de-France. Et bonsoir à vous également, David Corcero, député MoDem du Val d'Oise. Lorsque vous voyez ces manifestants arborer cette étoile jaune, vous pensez à quoi? Les mots me manquent presque. Personnellement, je suis d'abord scandalisé. Scandalisé qu'on puisse faire référence à, j'ai envie de dire, un pan de l'histoire qui a marqué l'humanité et dont on ne peut pas user donc dans le cas de figure et dans l'actualité qui nous importe aujourd'hui. Nous avons un devoir de mémoire, un devoir de transmission aux jeunes générations. Il faut perpétuer ce travail-là, mais il ne faut en aucun cas utiliser, instrumentaliser l'histoire à des fins quelconques. Et je considère aujourd'hui que c'est grave que certains puissent faire référence à la Shoah, d'autres à la dictature, d'autres à l'apartheid. Enfin, toutes ces références-là n'ont aucun sens et desservent, alors là j'en suis archi convaincu, la cause que ces gens-là ont le droit de vouloir défendre, mais pas de cette manière. L'enseigner sur ce sujet. Moi, je suis meurtrie et je me dis comment peut-on en arriver à ce processus de pensée? Comment peut-on en arriver là, en fait, à justement nier autant ce qu'était la Shoah et le drame que ça a occasionné. Et je suis très en colère aussi contre des dirigeants politiques qui, certes, ne mettent pas l'étoile, mais amènent à cela et en sont responsables parce qu'ils utilisent un vocabulaire, des positions qui font que, vous voyez, quand on dit on va trier les gens, trier, le mot trier, c'est pas anodin, c'est pas innocent dans la bouche d'un politique. Il met pas l'étoile, mais il suggère les choses. Ce sont les mêmes politiques qui ont colporté tellement de fausses informations sur le vaccin, sur le virus de manière générale, avec une audience très importante, notamment sur les réseaux sociaux, et qui ont amené beaucoup de Français à douter. Et ce doute qu'on a installé dans la tête des Français, avec ces fausses informations qui vont très très loin, menées justement par des responsables politiques et par d'autres, qui sont des gens qui, de manière œuvrent, de manière générale, dans ce style de pensée, ben, ça amène aujourd'hui à la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire une situation de division de la société française, avec des Français qui s'opposent à d'autres. C'est tout ce qu'on ne voulait pas. On va poursuivre la discussion dans un instant, mais avant cela, on va rejoindre une de nos équipes sur place qui a couvert tout au long de cette journée la manifestation qui avait lieu à Paris. Bonsoir Maya Anaïs Yatagen et Alice Chomy. Comment se déroule la manifestation? Est-ce qu'elle se poursuit encore dans les rues de la capitale? Eh bien là, c'est l'étape finale du défilé anti-pass sanitaire à Paris. Nous sommes non loin du ministère de la Santé et c'est le discours de Florian Philippot qui accuse le président Macron, qu'il qualifie de tyran, de créer un apartheid entre deux types de citoyens, les vaccinés et les non-vaccinés. Le cortège, avant cela, s'était lancé à 14h30 depuis le Conseil d'État. C'est l'institution qui va devoir déterminer si le projet de loi du gouvernement effectivement contrevient de manière disproportionnée aux libertés individuelles. Pour les nombreux manifestants qui étaient là dans les rues de Paris, la réponse est oui. Le pass sanitaire serait liberticide, une vaccination obligatoire cachée. Ils ont crié toute la journée liberté, résistance. On a pu voir dans les rues
Merci à vous. On tentera de retourner sur place. Nous avons quelques problèmes de liaison avec notre équipe. Pour revenir justement sur cette question des revendications, parfois en utilisant des termes comme dictature, apartheid, en faisant référence à des pans particulièrement douloureux de notre histoire. Quelle est votre réaction quand vous voyez que c'est utilisé par des manifestants pour dénoncer certaines mesures sanitaires dans notre pays ? Écoutez, déjà, je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, on est le 16 juillet. Le 16 juillet, c'est... 17 juillet, mais 16 et 17, c'est le Veldiv. C'était une date importante parce que c'est la rafle du Veldiv qui a eu lieu et qu'aujourd'hui, effectivement, je pense que c'est souiller les commémorations qui vont avoir lieu et je pense que c'est important de le redire. Après, quand on parle des manifestations, écoutez, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, on prouve que la France n'est pas une dictature. La preuve, on le voit, dans quel pays on pourrait organiser une manifestation contre le vaccin, sur quel pays on pourrait avoir un plateau comme ici où on va pouvoir débattre. Moi, je le dis, quand on voit aujourd'hui qui organise cette manifestation, il faut quand même le dire, c'est Florian Philippot, ex du Rassemblement national, il est anti-vaccin, il est anti-masque, il est anti-gouvernement, il est surtout anti-tout. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour exister. Après, je ne sais pas si vous avez pu voir l'image, moi j'ai vu qu'effectivement il y avait beaucoup de personnes du mouvement du Gilet jaune qui étaient là, j'ai vu quelques infirmières, mais moi, j'entends aussi certains chiffres qui sont assez intéressants dans le sondage de ce matin. 62% des Français disent qu'ils sont pour le pass sanitaire, 69% des Français disent qu'ils sont favorables à la vaccination des soignants et surtout, 60% des Français disent qu'ils veulent une vaccination pour tout le monde. Voilà, moi en tant que député, j'entends tout, mais je remarque qu'il y a une vraie différence entre ce qui peut se passer et ce qui se passe. Jean-Pierre Lecoste sur ce sujet. Oui, bien évidemment, je pars de tout ce qui a été dit, des assimilations scandaleuses. On revisite l'histoire de France de façon absolument terrifiante. Vous avez raison de rappeler, chers collègues, qu'effectivement, demain, ça sera la commémoration officielle de la rafle du Veldiv à proximité, près du pont de Bir Hakeim. Tout ça est scandaleux. Mais moi, je voudrais simplement dire qu'il faut quand même aussi, peut-être, et ça a été dit par Laurence Saillet, prendre un tout petit peu de hauteur. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé au cours des 18 derniers mois. On a entendu énormément de choses, beaucoup de fausseté par les uns, par les autres. Certains épidémiologistes, on s'en est un peu lassés. Ils ont prévu un certain modèle, on parlait de 400 000 morts. Après, je ne vous referai pas le film de tout ce qui s'est passé. Je suis pour la vaccination, je suis vacciné, comme je crois tous les invités pour ce plateau. J'ai un centre de vaccination qui fonctionne excessivement bien à la mairie du 6e arrondissement, qui rouvrira d'ailleurs plus tôt que prévu. Mais il faut aussi se poser la question collectivement, est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? Est-ce qu'on a su expliquer tout? Est-ce qu'on a su rendre confiance aux Français? Ne les a-t-on pas divisés? C'est une évidence. Bref, il faut vraiment, à mon avis, cesser de faire peur, plutôt rassurer. C'est l'intérêt de tous, sur le plan politique, de tous les politiques. On n'est pas encore entré en campagne électorale pour la présidentielle, même si certains considèrent qu'ils sont déjà dans le mouvement, et puis également sur le plan économique, parce que je vous signale qu'on était en période de reprise. Est-ce qu'on ne va pas casser la reprise économique avec toutes les conséquences qu'on a pour les générations futures? Laurence Saillet, est-ce que les politiques ont une vis-à-vis de la vaccination? Alors moi, ce que je dénonce surtout, une part de la population, et ça va me permettre d'éclaircir mon propos, ce sont les fake news qui se sont propulsées sur les réseaux sociaux au sujet de la vaccination et de la maladie. C'est-à-dire que, et je regrette que nous n'arrivions pas à avoir une forme de contrôle. Il ne s'agit pas de censurer les uns et les autres, mais quand vous avez des milliers, des dizaines de milliers de messages qui disent que le vaccin, par exemple, peut rendre stérile, je ne comprends pas qu'on n'ait pas la possibilité d'aller contre cette fausse information qui angoisse après et qui met le doute sur le vaccin. Parce qu'il n'y a pas de raison factuelle, compte tenu des 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées dans le monde, d'en avoir peur de ce vaccin. Donc si on en a peur, c'est bien qu'un certain nombre de choses ont été dites, et de choses notamment fausses, même si évidemment il y a toujours une toute petite partie. Mais je voudrais juste dire, j'imagine aujourd'hui ce que pensent les Tunisiens en regardant la France. À chaque jour, 100 personnes meurent. En Tunisie, les gens sont sous oxygène par terre, au sol. Au-dessus de 60 ans, c'est vrai qu'il faut rappeler que dans notre pays, on manifeste, on peut manifester contre la vaccination. Dans d'autres pays, il y a des gens qui manifestent pour pouvoir avoir des doses de vaccin. À ceux qui agitent cette colère, j'appelle à la décence. Parce que quand vous voyez qu'on a envoyé des vaccins, là-bas, ils supplient pour avoir des vaccins, parce que les gens meurent qu'à partir de 60 ans, vous n'êtes plus réanimés, 60 ans.
Je pense que de voir ces images, ils doivent se dire qu'on a quand même un problème de riches, pardon de vous le dire, avec cette expression-là. Donc, Monsieur Philippot, heureusement pour lui que la pandémie existe d'ailleurs, parce qu'il avait disparu de la circulation, Monsieur Dupont-Aignan, qui sont soi-disant en dictature alors qu'ils sont candidats à une élection démocratique présidentielle, vous voyez comme quoi la bêtise va très loin quand même, ou là, en tout cas la mauvaise foi, devrait quand même réfléchir un peu avant de proférer ce type de choses et regarder ce qui se passe ailleurs et la souffrance dans les autres pays qui n'ont pas de vaccin. Je trouve ça scandaleux. Victor Hugo disait que la liberté commence là où l'ignorance finit. Karim Zeribi, sur cette question, justement, est-ce que les politiques ont une part de responsabilité dans cette défiance? Est-ce que la gestion parfois erratique, on en a beaucoup discuté sur ces plateaux depuis 1 an et demi, de cette crise du Covid, n'a pas alimenté la défiance d'une part de cette population hésitante vis-à-vis de la vaccination? Écoutez, Florian, autant tout à l'heure, j'étais sans concession et très clair sur les références à l'histoire, sur les comparaisons qui sont loin d'être raison sur dictature, apartheid. Tout ça n'a pas lieu d'être. Autant je pense que les contradictions des uns ont peut-être aussi alimenté les fake news des autres. Donc il faut aussi qu'on prenne un peu de recul et de hauteur et qu'on regarde ça avec lucidité. On nous a dit un peu tout et n'importe quoi depuis 1 an et demi, et pour cause. On découvrait ce vaccin, il nous est tombé sur le coin de la figure à l'échelle planétaire, personne n'en savait rien, et on découvrait semaine après semaine à la fois ses effets et la manière dont on pouvait s'en protéger. Et c'est vrai que la parole publique au plus haut niveau a été frappée de contradictions et parfois d'incohérences, et jusqu'à encore peu. Mais encore une fois, je crois qu'il ne faut pas fermer le dialogue avec les gens qui sont dans la rue aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on dise que les sondages donnent que 60% des Français sont favorables à la vaccination, 69%, on peut sortir des chiffres. Je ne suis pas pour une démocratie des sondages, moi je suis pour une vraie démocratie. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre de côté et marginaliser les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, tout en leur disant qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Donc on l'a dit en début d'émission. En revanche, lorsqu'il y a des questions qui sont posées, le devoir des dirigeants, c'est d'y répondre. Et d'y répondre avec clarté, et d'y répondre aussi avec fermeté, mais d'y répondre aussi. Et là, je crois qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Effectivement, il y a des gens qui ne sont pas, j'allais dire, fréquentables, de mon point de vue. C'est vrai que les Florian Philippot et autres, on sent bien que derrière, il y a une arrière-pensée électorale, électoraliste, tout ça est malsain. Mais parmi les manifestants, un peu quand il y avait les gilets jaunes et qu'il y avait des casseurs. Je voulais toujours qu'on fasse la part des choses entre ceux qui étaient sincères, qui étaient dans la rue parce qu'ils souffraient, ils avaient des fins de mois difficiles, et je voulais condamner les casseurs par la même occasion. Mais là aussi, je veux peut-être condamner ceux qui alimentent les fake news et ceux qui veulent se servir je dirais quelque part, des doutes de certains Français honnêtes et qui veulent les instrumentaliser. Avec ces Français honnêtes, je ne veux pas les comparer. Et je veux dire qu'il nous faut répondre à des questions. Quand on nous dit, moi-même je m'en posais jusqu'à il y a quelques jours. On s'en est tous posés. Et je n'ai pas arrêté de poser des questions à ceux qui venaient que débattre avec nous, à l'extérieur des infirmiers, aux médecins généralistes. Je n'ai pas cessé d'arrêter de poser des questions. Est-ce qu'il y a des effets secondaires de moyen terme? Parce que c'est ça qui m'inquiétait et autres. On m'a répondu avec pédagogie. Et je pense qu'on l'a fait à bon nombre de Français qui étaient un peu hésitants. Ça veut dire que le dialogue, il faut le maintenir, toujours et encore. Convaincre, toujours, on est dans une belle démocratie, donc préservons-la, continuons de débattre et de dialoguer. Jean-Pierre Lecoq, il faut faire attention de ne pas marginaliser cette frange de la population. Je suis tout à fait dans la lignée de ce qui a été dit. Il faut unir la France. Le général de Gaulle disait, c'est beaucoup, mais l'année de Gaulle, c'était l'année dernière, mais je vais me permettre de le reciter. Il disait, la France, c'est grande quand elle est rassemblée. Bon, on a vu qu'elle n'était pas rassemblée souvent au cours des dernières années. Il faut justement essayer de tout faire pour unir les Français. Alors, il y a certains irréductibles gaulois dont on a vu quelques exemplaires, maniant les fake news, maniant les contre-vérités, mais il faut toujours, quand on est un dirigeant politique important, et là, nous sommes dans une verticalité du pouvoir extrême, à mon avis, un peu trop absolue. Il faut toujours se poser la question, est-ce que je peux rassembler les Français? Est-ce que les Français qui contestent me comprennent? Est-ce qu'ils ne me comprennent pas? Pour quelles raisons? Ça me paraît essentiel. Vous savez, un maire au niveau local, il aime tout le monde, y compris les gens qui ne l'aiment pas. Alors bien sûr, si on vous tire dessus, là, il faut mieux baisser la tête et il faut mieux faire que les personnes qui vous ont tiré dessus s'arrêtent. Mais fondamentalement, c'est l'union. C'est l'union. Et là, d'ailleurs, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réussi au plus haut niveau de l'État à unir, alors qu'on était en guerre. Le président de la République a dit on est en guerre. Pardonnez-moi, on a perdu toutes les batailles. Si on était en vraie guerre, on aurait capitulé en combien de temps? 10 minutes? Oh, allez, 2 heures, 3 jours. Je suis sympa.
il faut effectivement, à partir du moment où on combat cette épidémie, qui est bien sûr un truc terrible, il faut essayer d'unir. Est-ce qu'on a pris le bon chemin? J'en suis pas sûr. Surtout dans le contexte actuel. Même si je suis pour la vaccination, j'étais d'autant plus pour la vaccination. Sur ce même plateau, au mois de février dernier, je disais vaccinons, vaccinons, vaccinons. Le président de la République n'était pas dans cette ligne-là. Il écoutait énormément, justement, les anti-vaccins. Eh bien, on les retrouve aujourd'hui, sous une forme encore plus dure. On a jeté des centaines de milliers de doses d'AstraZeneca parce qu'il y avait, soi-disant, quelques effets secondaires. Est-ce qu'on d'ailleurs on n'aurait pas pu en faire profiter d'ailleurs davantage certains pays comme le voulait Il y a des doses, des millions de doses qui ont été envoyées aux mais non, pays mais attendez, il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas vaccinés dans les pharmacies. Je pourrais vous donner des exemples, pharmaciens qui sont en difficulté parce qu'on n'a pas décidé l'AstraZeneca. C'était le rôle des autorités de santé, c'était le rôle du pouvoir. J'entends sur la théorie, mais je ne comprends pas, si vous voulez... C'est pas la théorie, c'est très pratique. Non, mais j'entends votre propos, si vous préférez. Je le comprends, mais je ne comprends pas ce qu'on peut faire de plus. Quand pendant des mois, vous expliquez qu'il y a des milliards de personnes vaccinées et qu'il n'y a pas ou très peu d'effets secondaires, que les chiffres sont à l'appui, etc., le président de la République arrive à une situation où on se rend compte que le variant Delta, si les gens ne se vaccinent pas, va être foudroyant et va nous amener à des mesures de restriction que plus personne ne veut. La preuve, après son allocution, 3 millions de personnes ont pris rendez-vous. Et c'est pour autant, il n'a pas fait un exposé scientifique sur la vaccination. Mais c'est des gens qui se disaient, bon, je me vaccinerai à la rentrée, ou alors je risque rien parce que je suis jeune, etc. Et dès qu'on oblige, tout à coup, tout le monde a retrouvé comment prendre rendez-vous parce qu'on nous expliquait qu'il y a une fracture numérique. Et bien sûr que ça existe. Mais en tout cas, tout à coup, 3 millions de personnes... Les Américains nous raillent d'ailleurs à ce sujet en disant que se faire vacciner pour protéger les autres... On dit toujours que les politiques ne sont pas à la hauteur et tout ça. Mais là, concrètement, je ne vois pas ce que le président de la République peut faire de plus pour convaincre les Français de se vacciner. Je ne vois pas. Et quand j'entends les slogans, parce que malgré tout, et je suis d'accord avec Karim Zeribi, il y a toujours une partie de gens dans ces manifestations qui ont une forme d'honnêteté intellectuelle et qui ont vraiment des craintes, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. Mais quand on écoute, j'ai regardé quand même beaucoup d'images et écouté beaucoup de choses, beaucoup quand même scandent dictature, etc. C'est pas des sympas, j'ai peur du vaccin. Et d'ailleurs, ils disent, je ne suis pas contre le vaccin, je suis contre le pass sanitaire. Attention, sauf que quand on est contre le pass sanitaire, c'est qu'on ne veut pas se faire vacciner. Et c'est un engrenage. Mais à qui on va pouvoir expliquer aux Français vaccinés, on va fermer les restaurants parce que les autres ne se sont pas fait vacciner. C'est là où on va créer une vraie scission. Donc je veux bien que les politiques soient capables, mais je vois pas en quoi le président de la République peut faire plus que ce qu'il a fait il y a quelques jours. Je vois pas. Et justement, cet engrenage conduit parfois à la violence. Il y a un centre de vaccination qui a été vandalisé à Lens-en-Vercors cette nuit. Le bâtiment est complètement hors d'usage. Des inscriptions anti-vaccins telles que, vous le voyez, 1940, ARN danger, vaccin génocide et des croix de Lorraine ont été taguées sur l'édifice ainsi que sur l'office de tourisme. Écoutez à ce sujet le maire de Lens-en-Vercors. Je suis en colère parce que on a voulu faire un exemple, mais la cible n'est pas la bonne. Je suis révolté. Je peux pas accepter ça. On peut accepter de ne pas se faire vacciner, c'est le choix de chacun. Mais on n'a pas le droit de dégrader comme ça et d'impliquer autant de choses. On a eu des élections qui sont déroulées dans des conditions un peu particulières il y a quelques semaines. On a encore la possibilité de s'exprimer dans les urnes. Voilà, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait parce que c'est de la bêtise, c'est de la connerie. Karim Zeribi, la cible n'est pas la bonne. Est-ce que ça dessert encore la cause de certaines personnes qui sont hésitantes encore vis-à-vis de la vaccination? À l'évidence, Florian, moi je l'ai dit. Je vais même vous dire que je peux avoir du respect pour ceux qui se posent des questions et auxquels il faut apporter des réponses. Je les respecte. Et je les invite effectivement à poser des questions, à se renseigner et à apporter la contradiction s'ils ont des éléments fondés. Mais je ne cautionnerai jamais, mais alors jamais, de verser dans la violence, quelle qu'elle soit. Un tag, c'est pour moi une action violente. Les menaces aux élus, c'est inacceptable. Et là, que ces gens qui font ça, très franchement, ne pas comprendre qu'ils desservent la cause, si cause il y a, à leurs yeux, pour laquelle, effectivement, ils manifestent, pour laquelle ils contestent, mais c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est ne pas comprendre les règles de notre démocratie, de notre République. Et là, je crois qu'il faut être, je dirais, donc sans négociation possible avec ces actes-là.
sans négociation, sans excuse possible, sans justification possible. Le débat, encore le débat, toujours le débat, dans les règles de la démocratie de la République. Il faut que les sanctions soient exemplaires après de tels agissements, David Corcero. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a un acte qui résume la bêtise humaine. Mais Alors qu'on va totalement. voir la réaction d'Olivier Totalement. Véran suite à ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Là, il Ouais. faudrait un vaccin contre la connerie. Là. Et Je vous vous pense rendez que compte Il n'existe pas malheureusement encore. celui-ci. Il y en a Et qui vous vous auraient rendez droit à compte quand même plusieurs doses. qu'il parlait de la violence par rapport aux élus, mais même par rapport à nous tous, tout le monde, quand vous défendez le vaccin, d'habitude vous vous faites insulter sur les sujets par exemple d'islamisme, de terrorisme, ou alors sur les sujets de défense des policiers. Vous vous faites menacer de mort sur ces sujets-là. Mais là, vous êtes menacé de mort juste parce que vous défendez la expliquez vaccination. qu'il faut se faire vacciner. Vous vous rendez compte? Et on vous écrit des choses de type « Et toi, est-ce que tu as fait vacciner tes gosses maintenant que les labos te payent ?» Enfin, mais des délires absolument. Mais comme c'est bizarre, c'est les mêmes. C'est vrai que C'est la pas violence bizarre. se généralise de C'est-à-dire plus en que plus, notamment sur les Ceux réseaux qui sociaux. étaient les plus virulents dans les Gilets jaunes, je ne parle pas des Gilets jaunes du départ qui manifestaient pour quelque chose d'important, mais ceux qui ont vraiment fait pourrir le mouvement à la fin, c'est les mêmes que vous retrouvez là et les mêmes agitateurs publics. Donc ils sont contre tout en fait. En fait, ils sont contre la démocratie qui a mis en place le président de la République. C'est ça le problème. Enfin, le président de la Oui, République. enfin, Pierre Lecoq, est-ce qu'il y a une Justement, le président de la République. gilet-jaunisation Oui, justement de la l'élection, société Ils sont Bien contre heureusement. l'élection démocratique sûr, du président de la bien République. sûr, ça C'est va les Avec mêmes. Emmanuel Macron. Non, mais d'accord, mais ça va au-delà d'Emmanuel Macron, qui a peut-être pas d'ailleurs fait le maximum. Parce pour qu'on les se demande réintégrer. si le Ce pass sont des sanitaire, gens qui sont effectivement, n'est pas le sortis. dernier avatar Ce sont les des gens, différentes mais ce sont revendications des plutôt gens, vous avez très larges beaucoup de depuis le Français début qui sont de sortis ce du quinquennat régime d'une démocratique. part de la On est population. d'accord, nous, pour condamner tout ça, mais vous avez énormément de Français qui ne raisonnent plus comme ça. Ils sont complètement hors sol. Ils sont malheureusement sortis. Ils sont capables de commettre des actes comme ça. Les Gilets jaunes, ça a été dit. Attaquer un centre de vaccination, d'ailleurs dans une région qui était, où ça a été la résistance. C'était Oui, une c'est vrai. grande terre de résistance. Le plateau des Glières, c'est en plus doublement symbolique. Mais vous avez des gens qui passent en dessous des radars. Et ça, c'est un grand problème. On l'a vu d'ailleurs au moment des élections. Vous avez maintenant énormément de gens qui ne participent pas. Il faut la question, les partis politiques qui veulent que vive la démocratie française, comment réintégrer un nombre croissant de Français qui ont adopté des formes violentes d'action politique. Et une radicalisation d'une frange de la population qui souhaite revendiquer certains droits, comme Vous savez, celui quand de ne pas se faire vacciner ou certaines libertés. Quand on fait le constat de la montée des violences dans notre société, il en est une, effectivement, qui existe. C'est celle de ne plus revendiquer par les mots, par le combat social qu'on a connu et qu'on connaîtra certainement encore à l'avenir. Mais ces modes d'expression laissent place à de la violence physique, verbale, comportementale. Et c'est tout à fait dommageable. Mais avec ce type de violence, même si, effectivement, il y a peut-être des groupuscules, des groupes qui décrochent ou certains qui ont intérêt à mettre de l'huile un peu sur le feu, à tirer les ficelles derrière, à instrumentaliser, parce que nos 67 millions de Français ne sont pas 67 millions convaincus que la République est un régime politique et doit être défendu. Certains veulent le chaos. Il ne faut pas qu'on soit des enfants de cœur, là, on le sait. Et cela, il faut les combattre par la fermeté républicaine. Donc on n'a pas grand-chose à dire à cela. Mais souvent, ce Donc, sont ceux-là qui s'immiscent dans les manifestations. Oui, Ce sont bien souvent sûr. ceux-là qui sont. Il ne faut pas les comme- confondre avec les autres et qu'il faut peut-être effectivement raccrocher. Ce que vous disiez, monsieur le maire. Donc les abstentionnistes ne sont pas des casseurs, bien sûr. donc, par définition. Bien sûr. Pour autant, ils se détachent de la politique, Et après, de la vie publique. Il faut les ramener. Absolument. Alors la parole publique a un sens aussi pour les ramener. Il faut qu'elle apparaisse légitime, qu'elle se contredise pas en permanence, qu'elle apparaisse franche, sincère. Et c'est vrai qu'on Il y a aussi un conteste travail. parfois la légitimité de certains élus. Mais c'est aussi une évolution de la ça y société est. de manière générale, parce que quand vous voyez que les personnes qui vont le plus voter, ce sont les personnes plus âgées. Pourquoi? Parce qu'ils étaient d'une génération où on avait des droits, mais on avait des devoirs aussi. Et maintenant, plus on a avancé, plus on est dans une génération où il n'y a que des droits, mais plus de devoirs. Exactement. C'est-à-dire qu'on vous explique, ah oui, mais allez voter, il faut mieux le mettre le vote électronique et tout ça. Excusez-moi, le bureau de vote, il est jamais loin de chez vous. Combien de Bien temps il sûr, vous faut vous pour avez aller raison. voter? 30, 40... Moi, je veux bien à chaque fois qu'on dise des politiques, etc. Après, lors Mais des dernières élections, par il y a- exemple, il y a régionales, est-ce qu'on a beaucoup- abordé des Non, mais- questions mais attendez, concernant attendez, les attendez. jeunes? Il y a beaucoup de gens qui se moquent de la vie de la société, qui se moquent des autres,
qui se moquent de ce qui peut bien se passer. Non, mais tout le monde doit blaguer devant sa porte. Non, mais, quand on a des politiques qui font la campagne des régionales sur l'immigration et l'insécurité, or que ce ne sont pas des prérogatives de la collectivité, vous vous dites franchement comment vous voulez attirer les gens. Vous les prenez pour des imbéciles. Non mais attendez, non mais c'est pas ça qu'a parlons transport, parlons formation, parlons des prérogatives. On a des différentes questions en plus qui intéressent la jeunesse. C'est aussi peut-être pour cela que la jeunesse se détourne des urnes. Pour celui qui voulait s'intéresser, les thématiques ont été traitées. Chacun des candidats a été très clair sur les sujets qui sont les siens. Après, on a un peu parlé des sujets régionaux quand même. Laurent Saillet, en tout cas, moi je pense quand même qu'on ne peut pas tout excuser, que c'est aussi aux parents d'éduquer leurs enfants pour leur donner des gestes citoyens et des réflexes citoyens. Quand vous avez un enfant qui a 18 ans, eh bien vous lui expliquez qu'il faut aller voter parce que dans la vie, et notamment les femmes, on a tellement eu de temps à avoir le droit de vote, etc. Donc tout ça, ça compte. Donc si on veut toujours dire que la société est responsable de tout, que l'État est responsable de tout, que le politique est responsable de tout, mais il y a aussi les citoyens qui n'en sont plus, qui se moquent de la vie de la cité, et beaucoup aussi qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils se disent je m'en moque, j'aurai pas la maladie et j'ai pas besoin de protéger les autres. C'est un peu l'état d'esprit. Il y en a, mais la démocratie est perfectible aussi. Entendons-le. Ne faisons pas toujours référence à nos aînés, à nos anciens. Respect pour eux. Mais quand on ne comptabilise pas les votes blancs aujourd'hui, par exemple, on peut faire mieux dans nos démocraties. Elle est un peu perfectible quand même, reconnaissons-le. Il y a des jeunes générations qui marquent peut-être plus d'exigences parce qu'ils sont nés avec des acquis que les anciens qui ont dû se battre pour les avoir. Oui, c'est une réalité. On fait quoi? On les traite d'imbéciles? On fait le nostalgique? Ou on essaye de répondre et de moderniser effectivement ce qui peut l'être? Moi, je suis partisan de ça. On poursuit la discussion dans un instant. On va revenir également sur les menaces qui se multiplient vis-à-vis justement des élus qui défendent la vaccination. À tout de suite sur CNews. Sur le plateau de Punchline, on va revenir dans un instant sur la situation sanitaire qui se dégrade actuellement dans notre pays, avec notamment Jean-Pierre Thiry, expert en santé publique et en économie de la santé. Mais avant cela, je voulais évoquer avec vous ces différentes menaces vis-à-vis de ces élus qui défendent depuis le début de la semaine la vaccination, notamment suite aux annonces d'Emmanuel Macron. Regardez ce sujet d'Emma Guessel et on en parle juste après. Des menaces de mort, encore, cette fois-ci dirigées contre Richard Ferrand. La veille, le président de l'Assemblée nationale a porté son soutien à des députés, eux aussi victimes de menaces pour avoir défendu le pass sanitaire et le vaccin. J'ai reçu le 14 juillet sur mon site internet un message, on peut dire des menaces de mort, puisque la personne disait être avec des balles et que ces balles seraient destinées à moi et aux autres députés qui voteraient le pass sanitaire. Je ne sais pas si les gens réalisent vraiment le choc que peuvent avoir les personnes qui reçoivent une menace de mort comme ça par arme, par balle, enfin bon. Des propos très violents envoyés par mail que la députée de l'Hérault a publié sur les réseaux sociaux. Dites aux députés de bien voter car à partir de maintenant, c'est de vraies balles que vous allez vous prendre. Je suis armé. Faites attention où vous allez. Climat de suspicion, montée de la violence. Pour Olivier Véran, il s'agit d'un phénomène de peur collective. Je crois qu'il y a une défiance contre la notion même d'autorité. Parfois, il est plus confortable de conjurer la peur en se réfugiant dans de la magie, d'un médicament qui ne marcherait pas, par exemple, ou dans la détestation ou dans la négation de la menace. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a demandé la mobilisation de forces de sécurité afin de rassurer les élus menacés de mort. Les élus menacés de mort, cela va parfois très très loin. On va regarder justement l'une de ces menaces de mort qui a été donc lancée à l'encontre d'Hervé Solignac, député de l'Ardèche. Voilà donc désormais des menaces de mort à mon endroit. J'hésite entre la pitié et la colère, mais la peur sûrement pas. Vous n'aurez ni ma conscience ni ma liberté. On voit coordonnées du contact, non, mort, 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 mort. Je suis armé jusqu'au cou. Faites bien attention à ce que vous allez voter concernant le pass sanitaire. Vous n'avez pas intérêt à vous tromper de bouton. Et je suis sérieux. Ceux qui voteront pour le pass sanitaire et pour un Vichy bis s'exposeront aux conséquences les plus brutales de leurs actes. Là encore, on fait le parallèle avec Vichy. C'est incompréhensible. Ça va trop loin, Laurent Saillet. Ça va trop loin. Et là encore, ça dessert les causes de manifestants. Il y a de nombreuses manifestations actuellement dans de nombreuses villes en France. On peut rappeler les chiffres. 400 personnes qui ont défilé dans la matinée à Quimper, 1200 à Perpignan, 1700 à Clermont-Ferrand, 2300 à Valence. Il y a des dizaines de milliers de manifestants dans la capitale. Il ne faut pas confondre les manifestants qui sont dans la rue pour manifester contre le pass sanitaire, contre la vaccination, contre des droits qu'ils veulent défendre, et puis ces manifestants violents qui envoient des menaces de mort et qui dérivent de certains autres. Vous savez, pendant des semaines, tout le monde a cogné sur le gouvernement parce qu'on n'avait pas assez de vaccins.
je pense que ces gens-là en faisaient sûrement partie, en disant bande d'incapables, il n'y a pas de vaccin, etc. Donc, il n'y a pas de test, il n'y a pas de masque. Il n'y a pas de masque, on nous a dit de là. Et après, on arrive à une extrême violence. C'est du fanatisme, en fait. Là, quand on en est à ce stade de vouloir tuer les gens pour un vote, on arrive à un stade, je ne sais même pas si dans d'autres pays, parce que j'ai pas vu beaucoup de choses de ce type, on en est à ce stade-là, c'est-à-dire de menacer des parlementaires qui voteraient pour quelque chose qui les protège. Qu'on soit d'accord ou pas, si vous voulez, la volonté, c'est de protéger. On est tous d'accord. Après, on est d'accord ou pas sur la méthode. Le président de la République et les parlementaires veulent protéger la population. Ils n'ont pas d'autres idées que ça. Et donc, vouloir tuer quelqu'un parce qu'il veut vous protéger ou protéger la population, ça semble quand même totalement... mais on a trop laissé, je le redis, sur les réseaux sociaux, flamber ce genre de message, parce qu'il y a énormément de violence dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas que les plateformes n'interviennent pas. Facebook notamment. Facebook, il y a des groupes de parole sur ces sujets. Avec ça a été dénoncé hier par le président des États-Unis, notamment Joe Biden. Mais ce qu'il a dit était vrai. Ce qu'il a dit était vrai. Il a dit que ces gens qui faisaient ça tuaient les autres. Mais c'est une vérité. Comment les plateformes ne modèrent pas? C'est vraiment une responsabilité très grave qui leur incombe. Jean-Pierre Lecoq, c'est du fanatisme. Bien sûr, bien sûr. Et ce que vous dites sur les plateformes, c'est tout à fait vrai. Ça date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Quand on voit que même par le biais de fake news, plateformes, on essaie d'influer sur les élections présidentielles aux États-Unis, en France, c'est un problème qu'il faut prendre à bras-le-corps. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des menaces. Ce sujet, comme d'autres, il y a du boulot pour les parlementaires, que je respecte, bien évidemment. C'est scandaleux de dénoncer des menaces de mort. Mais, bien évidemment... Tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'était produit d'ailleurs au moment des Gilets jaunes. Il y a eu des attaques physiques de parlementaires, de domiciles de parlementaires et de permanence. Donc on se retrouve à nouveau dans une situation excessivement violente. Il faut aussi s'interroger pourquoi. David Corcero, il faut justement faire un travail avec ces plateformes pour tenter d'en finir avec ces fake news, avec parfois ces messages qui pullulent sur Internet et qui divisent, on le voit, finalement, la société. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on a notre part de responsabilité. On devrait plus légiférer sur ce point-là. Moi, je vais apporter mon soutien déjà à mes collègues que vous avez vus dans le reportage. Après, je pense qu'il y a aussi un vecteur qui est assez... Est-ce qu'on ne tarde pas à agir, puisqu'on sait que la majorité a tenté... On a déjà agi, parce que les plateformes, normalement... Oui, on a déjà agi, mais sauf que là, on le voit que dans les faits, c'est compliqué. C'est surtout des profils qui sont... Enfin, des faux profils, masqués sous de fausses identités. Donc, mais c'est un travail complexe, mais c'est un problème... Peut-être parce que les plateformes ne mettent pas assez de moyens. Exactement, et c'est là où je veux rejoindre. Après, je pense qu'il y a aussi la facilité de la personne qui se retrouve dans son canapé, qui se dit c'est facile, en fin de compte, ce sont que des mots, mais ce ne sont pas que des mots. Enfin, quand vous recevez ce type de message, et croyez-moi, j'ai déjà reçu des balles pour mes enfants il y a fut un temps, et je peux vous dire que quand c'est votre enfant qui vous apporte le courrier, vous dites heureusement qu'il n'a pas ouvert. Heureusement qu'il n'a pas ouvert. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent faire parce qu'ils sont tranquillement assis sur un canapé. Et ça, franchement, c'est inadmissible. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Vous voyez, avant d'envoyer des balles ou de faire une lettre de menace de mort, c'est pas un type qui s'ennuie. C'est quand même des gens qui sont à un stade de violence extrême. Oui, parce qu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien qui les arrête. C'est les mêmes qui ont de la violence aussi envers les gens qui les entourent, etc. Il y a énormément de violence dans cette société. Et là, ça se canalise contre le pouvoir politique dans ces moments de contestation. Et là, on en arrive à un stade, effectivement, quand vous parliez des Gilets jaunes, moi, je retrouve des relents, si vous voulez, d'agressivité et de violence, comme au début, effectivement, surtout la fin, du mouvement des Gilets jaunes. Karim Zerebi sur cette question. À travers ces messages de menaces de mort, on voit bien quand même que la santé mentale de certains est très entamée. Donc ça relève de la psychiatrie quand même. Donc démarcher de telle manière. Un grand danger d'ailleurs dans notre pays aussi. Il y a de véritables problèmes psychiatriques qui ne sont pas traités. Et on les a... Par-delà le sujet, on a 25% de la population carcérale qui est frappée de psychiatrie, qui est enfermée mais qui n'est pas traitée, qui n'est pas soignée comme il se devrait. On sait très bien que la psychiatrie, le parent pauvre de notre système de santé, elle a toujours été. Et là, ils sont débordés parce que les effets de la Covid, des confinements multiples, a généré des dérèglements, on l'a vu notamment chez les troubles psychologiques, transgénérationnels, qui fait que les psychiatres sont dépassés. Moi, je suis toujours effaré de constater que nos sociétés contemporaines, qui se prétendent modernes, progressistes, semblent dépassées, mais totalement dépassées,
par ce qui est l'élément même du progrès. Une nouvelle technologie, en soi, au départ, c'est un progrès. Donc, on peut tout y trouver sur les toiles. Et si on veut vraiment utiliser à bon escient, positivement, se cultiver, c'est assez fantastique. À l'instant T, on peut communiquer à l'autre bout du monde. Donc, ça a été, lorsque ça a émergé, un progrès considérable. Or, par absence de régulation et de capacité à réguler ce qui s'y passait, le politique a été dépassé. Les politiques ont été dépassés à l'échelle planétaire. Et on a délégué donc cette capacité de régulation à des plateformes qui ne font pas le job, et qui sont elles-mêmes, de mon point de vue, dépassées, qui nous expliquent qu'elles régulent, qu'elles contrôlent. Ça n'est pas le cas. Ce débat, il est perpétuel. On l'a ouvert il y a quelques années. On voit bien que la boîte de Pandore est ouverte. Donc, menaces permanentes, insultes, agressivité. Il y a des enfants qui se suicident. Donc, chaque année, par dizaines, parce qu'ils sont, via les plateformes, par des adultes très malsains, parfois qui font passer pour des gamins comme eux, qui les mettent dans des situations inextricables. Et donc, les gamins passent à l'acte et se suicident. Donc, on voit bien qu'on est impuissant. Moi, je ne supporte pas l'impuissance de la puissance publique, donc par définition. Je suis tellement républicain que je me dis à un moment donné, quand on a quelque chose de ce type, il faut qu'on reprenne la main. Il faut qu'on reprenne la main et qu'on impose, pas par des injonctions sans lendemain, par des mesures très fortes qui font que vous ne maîtrisez pas votre plateforme, on la ferme. C'est vrai que parfois, on l'a vu lors d'auditions de dirigeants, on se souvient devant le Congrès, notamment aux États-Unis, ils ont l'air d'avoir un peu perdu la main sur le contrôle justement des plateformes qu'ils ont développées il y a une dizaine, quinzaine d'années. Il y a aussi une volonté de leur part qui n'existe pas, parce qu'on ne peut pas dire qu'il manque de moyens. Je vais vous dire, ces plateformes génèrent parmi les plateformes qui génèrent le plus de revenus au monde. Je ne crois pas que Facebook manque de moyens. Si vous mettez une photo dénudée sur Facebook, je peux vous dire, je ne l'ai pas fait, mais j'en ai vu l'exemple quand on avait vu le tableau, notamment, enfin même des tableaux d'art dénudés, la naissance du monde, censuré immédiatement. Par contre, là, depuis 4 jours, il y a une vidéo d'une infirmière, qui n'est pas une infirmière d'ailleurs, qui dit un tas de choses, qu'elle va démissionner parce que c'est très dangereux, et le vaccin. Personne, mais tout se passe normalement et la vidéo est diffusée partout. Personne. Il y a une autre personne totalement complotiste qui dit qu'il faut en arriver à la violence pour faire comprendre. Pareil. Des centaines de milliers de vues, personne ne bouge. Donc moi, je pense, comme Karim, qu'à un moment, il va falloir vraiment être très strict sur ces sujets parce qu'on en est là à cause de ça. Et on a eu déjà des drames parce que les plateformes ne gèrent pas leur outil. Si on ne tape pas du poing sur la table, ça continuera. Je ne comprends pas effectivement dans les négociations qui sont menées avec ces plateformes pourquoi on n'arrive pas à les obliger à être beaucoup plus efficaces. D'ailleurs, vous aviez légiféré là-dessus. Oui. Normalement, il y avait 24 heures ou 48 heures, je ne sais plus. 24 heures. Il y a 24 heures pour légiférer. En fait, pour supprimer le commentaire. Ça ne fonctionne pas. On va poser la question justement à Jean-Pierre Thierry qui est avec nous à distance, expert en santé publique et en économie de la santé. Est-ce que vous estimez que ces plateformes participent à cette défiance d'une partie de la population quant à la propagation de fausses informations qui leur servent finalement d'argument parfois pour ne pas aller dans un centre de vaccination ? Oui, ce qu'on sait, c'est que les complotistes sont surreprésentés sur les plateformes et donc c'est assez documenté, oui. C'est-à-dire que les gens qui écoutent la science ou qui ont des positions même critiques moins radicales sont en fin de compte moins présents sur les réseaux sociaux et communiquent moins. Je voudrais dire, en vous écoutant, effectivement, il faut bien distinguer les anti-vaccins et une frange d'ailleurs même des anti-vax à qui il vaut mieux communiquer, il faut continuer à faire de la pédagogie. Et puis vous avez une frange anti-vax vraiment extrême, radicalisée, alors là qui n'est plus du tout capable d'écouter et de discuter des données scientifiques. Et évidemment, cette frange, elle est susceptible de faire venir à elle des gens qui sont très sensibles au complotisme et qui vont finir par se radicaliser. Donc j'espère que ça restera que des messages, comme vous l'avez dit, et qu'il n'y aura pas de passage à l'acte, évidemment. Mais là aussi, c'est un phénomène assez classique de voir que les positions anti-système recrutent des complotistes et effectivement, comme l'a dit Karim, parfois des personnalités susceptibles de présenter des fragilités. Et justement, vis-à-vis de cela, est-ce qu'il faut, selon vous, continuer encore et toujours cet exercice de pédagogie pour tenter d'expliquer les bénéfices, les risques du vaccin ? Alors oui, je pense que c'est d'autant plus important, si vous voulez, que je dirais sur le spectre modéré, on peut imaginer quand même que certains hommes politiques aujourd'hui, en n'essayant pas d'analyser suffisamment la position du gouvernement, n'importe quel gouvernement d'ailleurs, je vais y revenir face à la 4e vague, en fin de compte renforcent éventuellement
le sentiment anti-vaccin, ou au moins ne favorise pas une meilleure compréhension des enjeux. L'immunité collective avec le vaccin, c'est la meilleure façon à la fois de retrouver la liberté au niveau collectif, et c'est le côté paradoxal, ça va être progressivement, parce qu'une partie de la population est protégée par 2 doses, c'est précisément de protéger les plus vulnérables. On voyait un peu le paradoxe. Et par ailleurs, les mesures telles que le pass sanitaire qu'a cristallisé l'opposition, c'est effectivement une mesure qu'on peut qualifier de liberticide, mais qui est temporaire et qui est faite en fin de compte pour freiner la 4e vague. Ce qui a été mal expliqué, c'est qu'on a besoin de revenir aux gestes barrières, d'avoir le pass sanitaire, éventuellement surtout d'imposer le masque à l'intérieur, et puis on l'a vu quelquefois à l'extérieur pour des raisons pédagogiques, et surtout d'isoler les cas contagieux, parce qu'en réalité, la proportion de Français vaccinés, même s'il y a une accélération, ne permettra peut-être pas de suffisamment freiner la 4e vague et d'éviter qu'on ait trop d'entrées dans les hôpitaux, fin août par exemple, et qu'on ait encore une fois des capacités hospitalières mises sous tension avec de la déprogrammation. Et évidemment, ça arrivera au plus mauvais moment, parce que les équipes hospitalières publiques et privées sont très fatiguées. Il y a des gens qui sont en vacances, si ça arrive fin août, ça risque d'être vraiment très très difficile à gérer. Donc si vous voulez, il faut sans arrêt expliquer pourquoi les mesures sont prises. Et je pense dans la présentation du pass sanitaire, on n'a peut-être pas assez insisté sur le fait que sur le très court terme, il faut freiner cette épidémie. Justement, on va tenter d'analyser ensemble le discours du gouvernement, notamment celui de Jean Castex, qui s'est exprimé, qui a défendu la généralisation du pass sanitaire. Écoutez. La ligne est claire, nous devons vacciner, nous devons déployer le pass sanitaire. C'est indispensable pour nous protéger, pour réaliser le plus d'activités possible, pour éviter d'avoir à prendre des mesures de freinage fortes comme on en a connu. Tous les outils sont bons. J'ai vu ici ce matin l'ouverture à Anglette d'un centre de vaccination allant vers les gens, ici à la plage même, pour dire aux touristes et aux autres, également aux salariés de ces équipements balnéaires, faites-vous vacciner, ça marche. Jean-Pierre Thierry, il n'utilise pas pour vous les bons arguments ? Si, mais je pense que l'urgence qu'il y a à freiner la 4e vague n'est pas bien perçue, n'est pas bien comprise en réalité. Je veux dire, alors la 4e vague, elle est expliquée, tout le monde l'a compris, par le variant Delta. Le variant Delta, il est extrêmement contagieux, et dans à peu près tous les pays européens, on n'a pas assez vacciné de gens avec 2 doses pour ne pas freiner cette 4e vague. Et si vous voulez, tous les modèles qui tournent aujourd'hui, alors il y a une agence qui s'appelle le ECDC, une agence européenne, qui a fait des modélisations dans plusieurs pays, et qui montre que si on baisse trop la garde, c'est-à-dire si on baisse les mesures barrières, même si on ne les augmente pas face à la 4e vague, d'ici fin août, début septembre, on aura autant de gens à l'hôpital et en réanimation qu'au sommet de la 2e vague, c'est-à-dire environ 5 000, 6 000 personnes. Merci beaucoup. Laurent Saillet, justement, est-ce que le gouvernement devrait à nouveau avoir un exercice de pédagogie pour tenter d'expliquer pourquoi nous sommes confrontés à la menace d'une 4e vague? Qu'est-ce qui pourrait survenir s'il y avait énormément de personnes qui étaient contaminées dans notre pays? Les conséquences sur le système hospitalier. On se souvient d'Édouard Philippe qui avait pris le temps, aux côtés d'Olivier Véran, d'animer presque des masterclass au tout début de cette pandémie, justement sur la situation sanitaire et sur les conséquences de cette situation sur le secteur hospitalier. Je pense qu'il faut vraiment, effectivement prendre du temps pour réexpliquer ce qu'est cette 4e vague et ce qui va se passer. Parce que le réflexe, c'est de se dire, mais je ne comprends pas, puisqu'on est vacciné. Donc, il y a une certaine part... Et donc, on ne va pas se contaminer. Vous voyez, donc, à partir du moment où vous n'expliquez pas que même s'il y a une grande partie de la population vaccinée, en plus, ce n'est pas le cas, mais même s'il y avait une grande partie de la population vaccinée, les gens non vaccinés et fragiles, ou alors vaccinés mais qui seraient quand même contaminés, parce qu'il y a quand même une toute petite proportion, même si c'est que 5% de gens qui peuvent être contaminés, suffisent, s'ils sont hospitalisés, à faire craquer le système de santé. Voyez, et c'est ça la logique de la chose. Mais pour cela, il faut des chiffres, des comparaisons, expliquer ce qui s'est passé au Royaume-Uni, expliquer ce qui se passe en Israël, parce que de dire, ben non, mais en Israël, ils ont vacciné, ils sont quand même là. Vous voyez, il faut rentrer dans ces détails, donc il faut du temps et de la pédagogie. Et c'est vrai que je pense que, et ça, à un moment, il y en avait plus, mais depuis quelques semaines, je trouve qu'il manque de pédagogie et de dialogue pour expliquer cette 4e vague. Parce qu'en fait, on a été un peu surpris.
quelque part de cette 4e vague. La réalité, c'est ça. Au mois de surprise, juin, c'est le taux du variant qui progresse le plus vite. Au mois de juin, personne ne pensait que le variant Delta était aussi contagieux. Oui, on l'a vu, hein, le taux d'incidence qui augmente quasiment dans toutes les tranches d'âge de la population. On expliquait il y a quelques semaines que les contaminations s'effectuaient notamment chez les 20-29 ans, mais maintenant on voit que toutes les tranches de la population sont concernées. On voit bien 90 ans et plus 51% de contamination par rapport à la semaine dernière, 80-89 ans, plus 46% de contamination par rapport à la semaine précédente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Cela augmente chez toutes les tranches de la population. Une mesure bien comprise, elle peut être appliquée, mais il faut qu'elle soit comprise. Et juste. Karim Zahabi, il faut continuer cet exercice de pédagogie. Oui, Florian, parce que nous sommes dans une société où le fond ne peut pas être décorrélé de la forme. On est dans une société de communication, on communique à tout va, sans arrêt. Donc, et si on néglige la communication, effectivement, il y a des chances que la compréhension ne soit pas au rendez-vous. Ce que nous dit Jean-Pierre Thierry est très clair. Il nous dit, nous aurions dû à un moment donné rappeler aussi donc le maintien des gestes barrières, donc, de la distance, faire de la pédagogie avec ça. Et je pense que les Français, vaccinés ou pas, ce message-là, ils sont susceptibles de pouvoir l'entendre. Ensuite, il nous dit qu'il y a des mesures de restriction, de contraintes, qu'il faut présenter aussi comme provisoires. Parce que nous avons face à nous un phénomène que nous risquons de ne pas pouvoir maîtriser. Et ce côté provisoire laisse entendre effectivement que si nous maîtrisons collectivement ce qui se passe, nous pourrons lever les restrictions. Or, ça n'a encore pas été présenté comme ça. Je vais vous dire, nous avons un maire sur le plateau qui a dit que tout à l'heure nous a dit, moi, je parle à ceux qui m'ont élu, mais je parle aussi à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Le gouvernement ne peut pas s'adresser en permanence à communication à ceux qui... Il faut aussi qu'il ait un discours pour ceux qui ne sont pas en accord avec ce qu'il propose. Et là, c'est un exercice effectivement un peu plus rigoureux, un peu plus exigeant, donc un peu plus fort en communication et un peu plus chiadé. Moi, je vous dis, depuis le départ, le gouvernement a un problème de communication. Depuis le départ. Parce qu'il marginalise, selon vous, une frange de la population hésitante, mais voyez le président de la République qui nous fait son discours lundi soir, Florian. Et le lendemain, on a des ministres qui semblaient le découvrir et nous expliquer comment on allait le mettre en œuvre avec les contradictions derrière. Des parlementaires qui se disaient, tout ce qui a été dit, ok, la réalisation, quid ? Donc, c'est pas possible. On travaille collectivement dans ce genre de crise. Il y a les annonces et l'application des annonces. Oui, mais c'est pas rien. Annoncer quelque chose et ne pas en mesurer les difficultés d'application. Un restaurateur, vous pensez que quand il a entendu le lendemain 45 000 euros, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, il y a des délinquants qu'on arrête, qui commettent des larcins, on leur fait un rappel à la loi. Et moi, parce que je ne pourrais pas contrôler quelqu'un qui a le pass vaccinal ou pas, donc le pass sanitaire ou pas, je prends le risque d'avoir 45 000 euros. Non, c'est pas sérieux. Cette communication, elle est erratique, elle est controversée, elle marginalise. Je crois qu'il faut revenir à une démarche de cohésion dans le pays. Et même en posant des restrictions. Et cette cohésion, elle nécessite de la pédagogie et parler à tous. On va revenir justement sur cette communication parfois erratique du gouvernement dans un instant. Merci à vous. Merci également à Jean-Pierre Thierry, expert en santé publique et en économie de la santé, qui nous a accompagnés ces 20 dernières minutes. À tout de suite sur CNews.